Si je vous disais qu'il existe un pays se plaçant en haut de tous les classements objectifs de qualité de vie, et que ce pays est à seulement 2 heures d'avion de la France, que me diriez-vous? Si je vous disais que ce pays est connu pour ses paysages splendides, ses aurores boréales, ses ancêtres vikings et sa star du football, à quel pays penseriez-vous? Vous penseriez certainement à la Norvège, et vous auriez raison. Ce pays tout en longueur, logé au nord de l'Europe, et ses 5 petits millions d'habitants. Alors que je faisais quelques recherches au mois de mars pour décider de ma prochaine destination, la réponse m'est alors apparue comme évidente. Je me devais d'aller voir de mes propres yeux ce pays qui, sur le papier, semble avoir tout du petit paradis gelé. Alors le 6 mai 2022, c'est exactement ce que j'ai fait. De ce voyage, je vous ai ramené mes impressions, mais également mes recherches, afin de comprendre comment et pourquoi la Norvège est devenue un pays si prospère et si paisible. Partie 1. Or noir et démocratie. Salut tout le monde, c'est Adrien. Alors, je suis ultra content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu le titre. Je suis à Oslo, en Norvège. Donc vous avez compris que la Norvège, c'est un des pays les plus riches d'Europe, mais surtout un des plus riches du monde. Et je trouvais ça très sympa de venir ici, puisque mon voyage précédent, c'était la Bulgarie, qui est le pays le plus pauvre d'Europe. Donc je trouve ça très intéressant d'aller voir les deux extrêmes, on va dire, les deux faces d'un même continent, et d'aller constater les différences, d'aller constater peut-être des similarités, qui sait. Enfin bref, voilà. Si vous voulez voir mes vidéos sur la Bulgarie, j'en ai fait une série en fait de petits vlogs, alors que pour ce voyage, ça sera vraiment un documentaire, qui est celui que vous regardez. Vous l'avez probablement compris, la Norvège est sans aucun doute une bonne élève parmi les pays développés. Plus qu'une bonne élève, sur la plupart des tests, la Norvège est même la première de la classe. Pour vous donner une idée, voici un petit florilège d'indices et classements où la Norvège fait partie des meilleurs pays du monde. Indice de développement humain, première place. PIB par habitant, 4e place. Liberté de la presse, première place. Égalité homme-femme, première place. Indice de démocratie, première place. Indice de perception de la corruption, 7e plus faible. Pays les plus verts du monde, 3e place. Pays les plus heureux du monde, 6e place. Espérance de vie, 12e place. Taux d'homicide volontaire, 12e plus faible. Taux de chômage, 8e plus faible. Voilà pour ce qui est du résultat final. Lorsqu'on voit de telles performances, et qu'on compare avec les notes plus que moyennes de notre bon vieux pays, on veut comprendre pourquoi, comment. Et en s'y intéressant, on se rend vite compte que la Norvège a bien plus en commun avec les pays du Golfe que ce que l'on pourrait initialement croire. En effet, au sortir de la Première Guerre mondiale, la Norvège est un pays de bûcherons et de chasseurs, très peu industrialisé, et dont la population est encore majoritairement rurale. Son territoire, alternant fjords et terres gelées, n'est pas propice à l'agriculture. À cette période, la Norvège est carrément le pays le plus pauvre du continent, juste derrière le Portugal. Mais la découverte d'immenses gisements d'or noir et de gaz dans les eaux territoriales norvégiennes va bouleverser le destin de ce pays, jusqu'alors en retard sur ses voisins. Et c'est là que le système politique de la Norvège entre en jeu. Ce pays va se distinguer de toutes les autres nations pétrolières, Russie, Arabie Saoudite, etc., par un système très ingénieux de redistribution et d'investissement des ressources. La Norvège est considérée comme l'un des meilleurs exemples de ce que l'on appelle le capitalisme social. C'est-à-dire que le pays laisse une grande liberté au marché, mais l'État garde tout de même le contrôle de quelques secteurs stratégiques, dont bien évidemment le secteur pétrolier, afin d'en redistribuer les bénéfices à la population, améliorer les infrastructures, etc. Lorsqu'on se promène dans les rues d'Oslo ou de Bergen, c'est frappant. Les routes sont impeccables, les bâtiments récents et modernes, la connexion internet est rapide, les réseaux de transport en commun performants et le parc de véhicules récent et en grande majorité électrique. Alors juste un point de rappel sur la sécurité en Norvège. Là on la ressent parce que vraiment toutes les villas qui sont très jolies, elles ont pas de portail quoi, elles ont un tout petit portillon, un peu à l'américaine dans certaines banlieues résidentielles un peu huppées. Il n'y a pas de portail, de haut portail avec des pics. C'est un petit portillon, je veux dire, vous l'enjambez, vous êtes chez les gens. Donc quand même, il y a une confiance. Et je vous donne une idée aussi un peu de ça, c'est que donc moi demain là je vais à Bergen et je passe par un Airbnb et la personne du Airbnb m'a dit vous venez à l'heure que vous voulez, on a mis les clés dans la porte et vous rentrez. Donc c'est juste impressionnant. Donc ça, je vous laisse imaginer si vous faites ça en France. Je pense que vous rentrez chez vous
Si vous retrouvez un ou deux meubles, vous avez de la chance. Donc voilà. Pour vraiment prendre la mesure du boom économique norvégien, il suffit de jeter un œil à ce graphique. À partir des années 50, on voit que tous les pays scandinaves se développent à peu près à la même vitesse. Et puis ici, au début des années 90, c'est le moment où le gouvernement norvégien décide de mettre en place le Fonds pétrolier de Norvège. À partir de ce moment, tous les bénéfices de gisements pétroliers sont réinvestis à l'étranger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a marché. Avec une croissance d'environ 10% par an, le fonds avait atteint une valeur de 1162 milliards d'euros en 2021. L'idée, au-delà de l'enrichissement pur, est d'anticiper l'inévitable épuisement des gisements pétroliers. C'est pour ça que la Norvège a des similarités inattendues avec le Qatar ou les Émirats arabes unis. Pas seulement pour ses gisements de pétrole, mais également pour son immense fonds souverain, le plus grand du monde. La plus grosse différence avec les puissances du Golfe, en revanche, c'est l'utilisation de ce fonds. Il n'est pas là pour enrichir une élite corrompue ou créer des stades de football climatisés au milieu du désert. Non, ici le fonds souverain a pour mission d'assurer aux Norvégiens des retraites et préparer le pays à l'après-pétrole. Et comme les chiffres semblent le démontrer, le plan se déroule plutôt bien jusqu'ici. Voilà donc comment les Norvégiens sont devenus riches. Maintenant, comment font-ils pour traduire cette richesse en un des meilleurs niveaux de qualité de vie du monde ? Un seul mot terrifiant suffit à expliquer une bonne partie de l'équation. Les impôts. En effet, la Norvège n'a pas à rougir devant le taux d'imposition français, ou celui de ses voisins scandinaves, eux aussi parmi les champions en la matière. En 2021, la Norvège pouvait se targuer d'un taux d'imposition moyen sur le revenu de 27,6%. Mais avec un salaire moyen de 3 142 € par mois, soit 39% de plus que la moyenne française, les Norvégiens boxent dans une toute autre catégorie. Le coût de la vie est une question centrale quand on parle de la Norvège. C'est-à-dire que les Norvégiens gagnent très bien leur vie, mais le coût de la vie est quand même très élevé. Donc là j'ai fait des petites courses, j'ai pris quoi ? 2 yaourts, du café, vous savez, du café glacé et des cookies. J'en ai eu pour 15 € quoi. Voilà, après conversion. Donc oui, c'est juste hallucinant, mais je pense qu'en réalité, c'est que le début et qu'on va bien se marrer à ce niveau-là ensemble. Les Norvégiens toucheraient donc de très bons salaires, pour qu'ensuite l'État leur ponctionne tout. C'est plus compliqué que ça. Si l'on compare la Norvège avec la France, la plus grosse différence qui nous frappe, c'est la perception de ce taux d'imposition. Comme la Norvège ne compte que 5 millions d'habitants, et que seule une petite partie de son territoire est véritablement habitable et propice au développement d'aires urbaines, la réinjection de l'argent taxé par l'État est visible et tangible. Si la fiscalité pour les entreprises est souvent un motif de départ pour certains Norvégiens, celle des ménages est rarement critiquée comme elle l'est en France. Et les raisons, que nous avons déjà évoquées, sont simples. Des routes impeccables, des bâtiments rénovés, une couverture internet excellente, un système éducatif performant et gratuit, une sécurité sociale efficace et une très faible délinquance. Bref, si l'on peut donc aisément imaginer que certains Norvégiens n'apprécient pas le jour des impôts, beaucoup d'entre eux savent qu'ils payent pour une qualité de vie qu'ils ne retrouveront probablement pas ailleurs. Et pour payer, les Norvégiens payent. Au-delà même du taux d'imposition, le coût de la vie en Norvège est hallucinant. Qu'il s'agisse des courses, des transports, des restaurants, c'est la première fois, après une quinzaine de pays visités, que j'ai senti que mon pouvoir d'achat de français n'était pas à la hauteur. Bon les amis, je vous retrouve après la première journée à Oslo. Dans la première journée, on a fait donc le centre-ville principalement. Je me suis baladé, j'ai un petit peu découvert la ville, j'ai pris la température. Donc ici, on est dans les quartiers un peu riches, un peu classe d'Oslo. J'ai fait plein de plans parce que toutes les maisons sont vraiment magnifiques. Plein de très jolies voitures, etc. Et j'avais envie de venir là en fait. Parce que plus loin, une fois qu'on a traversé ces quartiers, il y a un parc immense. Donc je vous dirai évidemment le nom. Et donc il y a une petite heure de marche depuis là où je loge. Donc voilà, ça nous fait la petite balade du jour. Un autre élément qui peut expliquer la prospérité de la Norvège, c'est sa détermination à rester indépendante. Les Norvégiens sont des champions quand il s'agit de ne prendre part qu'aux organisations qui les servent. Attention, nouveau petit florilège, c'est parti. La Norvège a sa propre monnaie, la couronne norvégienne, mais a accès au marché unique européen. La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais fait quand même partie de l'espace Schengen. La Norvège est l'un des plus gros exportateurs de pétrole au monde, mais ne fait même pas partie de l'OPEP. Cette importance donnée au fait de rester indépendant peut être expliquée par beaucoup de facteurs historiques et culturels. On y reviendra. Les raisons de la prospérité norvégienne sont donc nombreuses. Nous n'avons même pas mentionné la pêche, les minerais, le taux d'emploi dans les services publics, etc. Alors j'avais une impression sur Oslo
qui me semble être confirmé aujourd'hui vu que je marche à travers toute la ville, c'est que c'est vraiment pas une très grande capitale. Par rapport à d'autres capitales que j'ai pu faire, par exemple Berlin, c'est immense. En fait, Oslo, en 1 heure, vous êtes sorti complètement de la ville. Il est également difficile de ne pas mentionner l'efficience démocratique de la Norvège. Cette monarchie constitutionnelle est probablement l'une des démocraties faisant le plus honneur au sens réel du terme sur toute la planète. En Norvège, la transparence est totale et non négociable. N'importe quel citoyen peut prendre connaissance de la déclaration de revenus de son voisin, et le tout en un clic. Évidemment, cela inclut les célébrités et les élus, dont tous les revenus doivent être publics. Une loi permet également aux journalistes d'avoir accès à toutes les sources d'informations d'État, hormis celles classées secret défense. Aussi, dans le cas où un élu serait soupçonné de connivence, de corruption ou de népotisme, sa démission est immédiate. Enfin, la Norvège étant un État plutôt décentralisé, les habitants sont souvent appelés à voter au niveau local et peuvent influencer leur environnement en partant de leur quartier jusqu'au pays tout entier. On appelle ça une planification bottom-up. Partie 2. Une terre de marchands et de guerriers. L'histoire de la Norvège permet de comprendre de nombreux aspects de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous l'avons déjà évoqué, et il est assez facile de l'imaginer au vu de sa topographie, mais le territoire n'est pas vraiment propice au développement, quelle qu'en soit sa nature. Les amis, du coup là je parle pas fort, on est au sommet du mont Fløyen, alors probablement que je prononce mal, comme tous les noms propres qu'il y aura dans cette vidéo. Donc en fait on est arrivé à Bergen, vous avez vu avec moi le quartier de Bryggen, qui est donc le quartier historique vraiment magnifique avec toutes ces maisons en bois, qui a brûlé à plusieurs reprises, 3 fois notable au 15e siècle, au 18e et au 20e siècle, en 1955 si je dis pas de bêtises. Et donc hélas, même si ça a été refait de manière fidèle, c'est une reconstitution finalement du quartier, puisqu'il a brûlé un nombre incalculable de fois. Alors pourquoi? Parce que tout est en bois et les maisons sont collées les unes aux autres. Donc quand il y a un départ de feu, tout prend quoi. Donc voilà, et donc alors le mont Fløyen donne une vue absolument incroyable que je vous ai filmé évidemment sur tout Bergen, et on peut y accéder via un funiculaire, donc c'est ce que j'ai fait, et vraiment super sympa parce que bon, les randos de 3 heures ça va, peut-être pas tous les jours non plus, mais voilà, c'est super. Alors c'est dommage, il faisait beau ce matin et là ça y est, ça se couvre. Faut savoir qu'à Bergen on a à peu près 60 jours d'ensoleillement par an. Voilà, donc c'est une ville très très pluvieuse, donc c'est la vie, hein. À Oslo on a eu un peu de pluie, ça à la rigueur, bon, on pouvait aussi s'y attendre, mais Bergen vraiment il faut pas s'attendre à passer une semaine sous le soleil. De toute façon là je suis là que pour 3 jours, enfin 2 jours et demi, et donc voilà, on profite. Son territoire, au-delà d'être particulièrement froid, est très accidenté. Les fameux fjords, avant d'être des attractions touristiques, étaient une sacrée épine dans le pied des premières peuplades norvégiennes. On peut alors supposer que c'est ce handicap qui a poussé les Norvégiens vers la mer, faisant d'eux des pêcheurs, des marchands, mais aussi et surtout de redoutables guerriers conquérants et pilleurs, les Vikings. Ces Vikings iront répandre l'influence norvégienne dans plusieurs territoires, dont l'Islande, les îles Féroé et le Groenland. Longtemps constituée de petits royaumes, la nation norvégienne commence à se construire vers la fin du 9e siècle. Mais ce premier royaume ne fait pas long feu et est vite contesté par les voisins danois. En 1016, en revanche, Olaf Haraldsson devient roi de Norvège et fait de Trondheim sa capitale. En bon viking qui se respecte, Olaf a sillonné les mers d'Europe. Dans ses valises, il ramène le christianisme, auquel il convertit toute la population par la force. Les descendants d'Olaf se succèdent et au XIIIe siècle, Sverre Sigurdsson prend le pouvoir. Le nouveau monarque veut installer la capitale à Bergen, ce qu'il fait dans un premier temps. Mais c'est sans compter sur la Ligue hanséatique, qui pousse petit à petit ses successeurs à choisir Oslo. Faisons un petit aparté sur la Ligue hanséatique. Vous vous doutez bien que pour être en mesure de dire au roi de Norvège de changer de capitale, il faut être sacrément puissant. Évidemment, c'est le cas de la Ligue hanséatique. Cette association de villes marchandes étend son influence de l'Angleterre jusqu'aux côtes russes et contrôle quasiment toute la mer du Nord. Autant dire que la Ligue pouvait faire la pluie et le beau temps pour beaucoup de royaumes, ayant le pouvoir de bloquer les approvisionnements par voie maritime si nécessaire. Bergen étant sous contrôle de la Ligue, on peut imaginer que cette dernière voyait d'un mauvais œil une trop forte présence de la royauté dans les parages. Malheureusement pour la Norvège, l'indépendance n'est pas pour tout de suite. Pendant près de 2 siècles, de 1380 à 1523,
la Norvège tombe sous la tutelle du Danemark, aux côtés de la Suède. En 1536, les Danois imposent la réforme luthérienne, ce qui achève d'isoler la Norvège du reste du monde. Malgré son émancipation en 1523, la Norvège va rester pendant très longtemps sous domination danoise, avant de passer entre les mains des Suédois pour enfin accéder à l'indépendance à l'issue des guerres napoléoniennes en 1814. La jeune nation en profite pour rédiger la plus ancienne constitution écrite d'Europe et toujours en vigueur, juste derrière celle de Saint-Marin. Cependant, il est difficile de parler de réelle indépendance à ce moment-là. La Norvège reste associée à la Suède, et ce jusqu'en 1905. Et là encore, c'est un roi danois, Håkon VII, qui prend la tête du pays. Vous le voyez venir, c'est la question qu'on se pose pour tous les pays européens quand on s'attaque à leur histoire au XXe siècle. Comment s'est positionnée la Norvège durant les deux grandes guerres ? Eh bien, disons que le pays a connu deux situations très contrastées. En 14-18, la réponse est très simple. La Norvège possède une des plus impressionnantes marines du monde. Cela suffit à dissuader les belligérants de tenter une invasion. Le pays reste neutre. En 39-45 en revanche, l'histoire norvégienne ressemble étrangement à la nôtre. Comme la France, la Norvège est envahie par les troupes allemandes. Dès 1940 donc, le pays est plongé dans la guerre. Une résistance s'organise. Le roi et son gouvernement s'exilent à Londres. Et comme en France, un gouvernement collaborationniste est institué, dirigé par Vidkun Quisling. Comme le reste de l'Europe, la Norvège est libérée par les interventions des Alliés et de l'Armée Rouge en 1945. L'épisode de 39-45 va changer la perspective des Norvégiens quant à la sacro-sainte neutralité. C'est notamment à ce basculement qu'on peut attribuer la présence de la Norvège en tant que membre fondateur de l'OTAN et de l'ONU. La Norvège va par la suite endosser le rôle de l'arbitre diplomatique dans de nombreux événements historiques. Des alliances stratégiques donc, un vrai sens de la diplomatie, mais pas au prix de l'indépendance. En effet, les Norvégiens vont refuser par deux fois l'entrée dans l'Union européenne, en 1972 et en 1994. Cependant, le pays reste divisé quant à cette question. En 2011, les deux attaques terroristes à Oslo et Utøya secouent tout le pays. Le tueur d'Utøya, à lui seul, fera 69 victimes. C'est l'événement le plus meurtrier du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Une preuve supplémentaire peut-être de la relative paix et sûreté qui s'est imposée dans le pays depuis 80 ans. Partie 3. L'homme au service de la nature ou l'inverse? Ah, nous y voici enfin. La fameuse question de l'écologie. Les Norvégiens sont-ils les grands amis de la nature, avec leurs grandes forêts et leurs voitures électriques, ou alors en sont-ils plutôt les premiers bourreaux? Historiquement, on l'a vu, les premiers Norvégiens étaient principalement des pêcheurs, des chasseurs et des bûcherons. Bien avant que le pays ne soit industrialisé, on ne peut pas dire que la marque de l'homme à cette époque fut capable de défigurer le paysage. D'ailleurs, c'en est allé ainsi jusqu'à très tard. Rappelez-vous, la Norvège ne prend véritablement son envol que dans la seconde moitié du XXe siècle. Bien que fulgurante, cette ascension est tardive. Le temps peut-être pour les habitants de développer une connexion avec la nature plus forte que la moyenne. En tout cas, on ressent dans le mode de vie actuel des Norvégiens une vraie particularité locale. Bon les amis, le trajet qui devait prendre 2 heures en prend finalement 3. Alors je suis entouré de villas absolument magnifiques. Et en revanche, on est beaucoup plus sur une population de seniors. Je pense que les actifs préfèrent rester dans le centre d'Oslo. Et une fois que c'est la retraite, ils viennent ici. Et c'est vrai que c'est juste magnifique. Et la vue, je suis pas encore au point de vue principal, mais c'est incroyable. Toute la vue sur le fjord d'Oslo, c'est magnifique. Donc très très vert, très jolie maison. Il y a des belles voitures de partout, donc je pense qu'il faut des moyens pour vivre ici. Mais bon, je regrette pas la balade. Je suis très fatigué, mais c'est super. Malheureusement, je m'excuse par avance pour les écolos qui regardent, mais la Norvège n'est pas non plus un Eldorado dans lequel l'homme et la nature vivent en parfaite harmonie. Il est vrai que, comparé aux USA ou la Chine, la Norvège est encore une fois la bonne élève parmi les pays développés en termes de gestion de l'environnement. Bien entendu, il faut aussi rappeler que le pays ne compte que 5 millions d'habitants. Donc, oui, la Norvège fait partie des pays les plus verts d'Europe. On ne peut pas dire que le territoire soit menacé par la déforestation comme au Brésil, et lorsqu'on se balade dans le pays, la nature est partout. Maintenant, tout est une question de perception. Est-ce que les Norvégiens sont super écolos parce qu'ils roulent tous à l'électrique et ont des parcs de partout? Ou est-ce que tout le monde roule à l'électrique parce qu'il en a les moyens, parce que l'État y incite, ainsi que pour se donner une bonne conscience? Là, je viens juste de vous faire un plan pour vous illustrer un petit peu que, je remarque quelque chose ici, j'ai jamais vu autant de Tesla dans une ville qu'ici.
Alors il y a beaucoup de belles voitures, il y a des Porsche un peu partout, des grosses BM, etc. Mais donc j'ai compris effectivement la fibre un peu écolo des Norvégiens, puisqu'il y a énormément de Tesla, beaucoup de voitures électriques de manière générale, mais alors vraiment c'est impressionnant. Et moi je suis sur la Côte d'Azur, on en voit quand même des Tesla maintenant, il y en a pas mal. Mais alors ici c'est vraiment impressionnant, c'est une voiture sur 5. Vraiment, enfin pas loin, je pense, faudrait que je me renseigne sur les parts de marché de Tesla dans le marché scandinave, mais c'est vraiment impressionnant. Il faut quand même rappeler que la Norvège pratique la pêche à un niveau industriel, qui n'est pas exactement l'idéal pour les fonds marins. Pendant longtemps, la chasse à la baleine était un véritable problème. Quant aux exploitations pétrolières, ce n'est pas mieux. C'est donc peut-être dans ces eaux territoriales que la Norvège fait le plus de dégâts, loin du regard de ses habitants. Non pas qu'ils n'en soient pas conscients, mais il est vrai qu'au premier abord, le territoire norvégien est superbement préservé. À Oslo, personne n'habite à plus d'1 kilomètre d'un parc. La verdure n'est jamais loin, et cela fait de la ville une capitale à l'atmosphère reposante. Bon les amis, après 2 jours de mauvais temps et donc peu de sorties, aujourd'hui on a du soleil, bon il y a quand même des nuages, vous le voyez, donc j'ai décidé de faire une grosse balade. En gros il y a le musée du ski en dehors d'Oslo, perché sur les montagnes avec une piste de ski qui a servi je crois pour des Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est complètement à l'autre bout d'Oslo. Comme je suis un malade, j'ai décidé d'y aller à pied, voilà. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, c'est 2 heures de marche. Mais je crois qu'il va y avoir du dénivelé sur la fin. Là, je suis à la moitié, on va dire. Peut-être un peu plus. Et donc, on va aller là-bas. On va avoir une vue normalement super sur Oslo. J'espère que ça va rester dégagé. Donc là, je suis vraiment plus en fait dans Oslo à proprement parler. Je suis vraiment dans la banlieue résidentielle. Et en fait, ça m'étonnerait pas qu'à l'initiale, je sois en fait dans une autre commune. C'est juste qu'en Norvège en particulier, au fur et à mesure des décennies, les communes ont fusionné pour devenir d'immenses collectivités. Et donc, je pense qu'Oslo, en s'étendant, a gobé les communes aux alentours. Mais là, on sent vraiment qu'on est dans un univers complètement différent de celui de la capitale. Donc, il n'y a pas de gros bâtiments, il n'y a que des belles villas, des jardins, des petites supérettes. Et donc, les gens sont ici. Regardez, il y a un petit clocher là. Ah, c'est très sympa, c'est reposant. Ça commence à cailler par contre. Mais j'aime bien cet endroit, c'est calme. Ça change du centre d'Oslo. Mais je pense que je ferai le retour en train. Parce que ça fait une sacrée trotte quand même. Sinon, d'un point de vue agricole, la situation est assez intéressante. Le territoire norvégien n'étant pas du tout propice à l'agriculture, les quelques terres exploitables sont utilisées et subventionnées par l'État, dans l'espoir d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le pays. Petit hic pour les locaux, les produits subventionnés sont hors de prix et les importations sont lourdement taxées. Se nourrir en Norvège, ça coûte très cher. Sur l'aspect écologique donc, bien qu'étant imparfaite, la Norvège semble avoir trouvé un bon équilibre entre exploitation et préservation des ressources naturelles. Conclusion. Les amis, ça y est, dernier jour en Norvège, enfin je pars demain, je vais me casser la gueule, je pars demain en avion depuis Oslo, donc aujourd'hui c'est retour à Oslo, cet après-midi pour être précis, et donc du coup j'ai du temps à tuer avant, et je me suis dit retournons au Mont Fløyen, c'était magnifique, cette fois à pied, super rando dans les arbres, vue sur la ville. Cela peut paraître évident de le dire, mais le pays parfait n'existe pas. Cependant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il y a quand même une échelle qui catégorise les pays, que ce soit du point de vue de la qualité de vie, de la santé du gouvernement ou de la préservation du patrimoine. Tous les pays ne se valent pas. Je mets au défi quiconque de m'expliquer qu'il fait mieux vivre en Syrie plutôt qu'en Suisse, parce qu'après tout est relatif. Donc c'est vrai. La Norvège n'a pas volé sa place tout en haut de tous les classements que nous avons évoqués au début de ce documentaire. Certes, le coût de la vie est très élevé, mais les salaires le sont aussi. Les gisements pétroliers et la pêche intensive ne sont peut-être pas l'idéal pour la nature, mais le territoire préserve ses glaciers, ses fjords et ses forêts. Les voitures électriques ne sont probablement pas la solution ultime pour se déplacer, mais peu de capitales peuvent se targuer d'avoir un air aussi pur que celui d'Oslo. Comparé à ses homologues plus occidentaux, la démocratie norvégienne semble donner une leçon de bonne conduite à suivre. Les Norvégiens aiment peut-être un peu trop la malbouffe, mais ils ont également une culture sportive très forte. Pour chaque point faible,
un atout est présent pour compenser. Et à la fin, il faut le dire, la balance est plus que positive. Et c'est la conclusion que je retiens de ce petit périple. Je voulais voir si le pays parfait existait, et la réponse est non. Je voulais savoir si la Norvège méritait sa bonne réputation, et la réponse est oui. Si vous vouliez savoir si c'est une bonne idée d'aller vivre en Norvège, j'aurais donc plutôt tendance à vous répondre oui. Mais à une condition, il faut y aller avec une excellente situation économique. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple. Votre expérience risque d'être difficile. Le moindre trajet de bus, les courses alimentaires ou les quelques restaurants risquent de faire très mal à votre portefeuille. Mention spéciale à ce restaurant à Bergen qui vendait des pizzas à 30 €, sans pression. En dehors de ce gros point noir, tant que vous aimez la nature, le ski, le kayak, la pêche, que vous avez une Tesla et que le froid ne vous fait pas peur, la Norvège est faite pour vous. Non, plus sérieusement, une Porsche Taycan fera très bien l'affaire. Pour ma part, je crois que la prochaine destination sera un peu plus ensoleillée. Et évidemment, je filmerai mon aventure et vous retrouverez tout sur cette chaîne. Départ le 19 novembre. Au moment de la sortie de cette vidéo, je serai peut-être même déjà sur place. En attendant, ce voyage en Norvège était juste inoubliable. Et bien voilà, avec la fin de ce trip, on finit sur une vue sur tout Bergen, le fjord, c'est juste magnifique. Donc je voulais juste dire que ce voyage c'était une expérience incroyable, de partir seul comme ça en Norvège, de pouvoir se balader entre Oslo et Bergen, prendre le train, voir la glace, voir des fjords, voir la nature comme ça, voir des belles villes, très belles architectures, des villes propres, des villes sûres. Vraiment une expérience incroyable. Donc on va essayer de finir en beauté, je vais faire décoller le drone, j'espère que j'aurai pas de soucis. Là c'est vraiment dégagé, il n'y a pas de vent, il fait beau, donc c'est parti.